Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Vous serez en toute théorie 175 ce soir à assister à cette nouvelle masterclass de l'université NSI. Cela nous réjouit beaucoup, vous vous en doutez. L'équipe marketing et communication est particulièrement fière et heureuse de votre adhésion à ce nouveau concept et ça nous encourage clairement à poursuivre cette formule. L'exposé du jour vise à présenter les concepts de la 5G et à démystifier cette technologie. Il devrait également répondre à la question: est-ce que c'est une opportunité que la Wallonie peut se permettre de laisser passer? Et l'orateur du jour est Olivier Bonaventure. Olivier est professeur d'ingénierie informatique à l'UCL. J'ai eu la chance de le côtoyer à l'Institut Montefiore de l'ULG, où Olivier a décroché un PhD tout en étant assistant du très mémorable professeur Dantine. Je pense que certains d'entre vous dans l'audience se souviendront du professeur Dantine, extraordinaire personnage. Son laboratoire, donc le laboratoire d'Olivier à l'UCL, est à l'origine d'un composant technologique qui a été généralisé par Apple sur tous les iPhones et puis repris par d'autres comme Samsung. Ce composant rend transparent et sans coupure le passage du Wi-Fi vers la 4G et vice-versa. C'est dire que l'orateur du jour maîtrise particulièrement bien le sujet de ce soir. Je tiens à le remercier au nom de tous et de toutes d'avoir accepté de prendre la parole ce soir et d'avoir accepté notre invitation. Voilà, professeur Bonaventure, la parole est à vous. Bonne soirée à toutes et tous. Merci pour l'introduction. Donc, l'exercice est un peu compliqué puisque, en général, quand je donne cours aux étudiants, j'aime bien de regarder les étudiants dans le blanc des yeux pour voir s'ils comprennent ce que je leur dis. Ici, ça va être un peu compliqué. J'ai un auditoire probablement assez disparate et pour lequel je ne recevrai aucun feedback. Donc, on va essayer de couvrir un certain nombre de concepts clés de la 5G sans rentrer trop dans les détails techniques et essayer de voir pourquoi il y a des opportunités qui sont intéressantes au niveau wallon. Alors, j'ai essayé de structurer la présentation en deux grandes parties et je m'arrêterai à la fin de chacune des parties pour voir s'il y a des questions, pour pouvoir répondre à des questions de clarification et pour avoir éventuellement un peu votre retour. Donc d'abord, on va discuter un petit peu de comment les réseaux mobiles fonctionnent à haut niveau. Et puis après, on verra comment fonctionnent de façon un peu plus précise les réseaux 5G et qui sont des réseaux dans lesquels IP joue un rôle important. Donc le protocole Internet va être très important dans les réseaux 5G. Alors, le déploiement des réseaux mobiles, tout démarre dans les années 70 avec les premiers prototypes aux États-Unis en 73. La première solution commerciale arrive en 83 et donc on a des premiers réseaux mobiles avec des technologies plutôt propriétaires où chaque opérateur essaye de développer sa solution mobile. Et puis, on a de la chance, c'est que l'Europe fait quelque chose d'intelligent. Ce n'est pas toujours le cas, mais en 1983, l'Europe se rend compte de l'importance des réseaux mobiles et lance la création d'un groupe spécial mobile au CEPT, qui est l'organisme de normalisation des postes et télécoms. À l'époque, on est encore dans un environnement où les réseaux de télécommunications sont essentiellement gérés par les organismes des postes et des télécommunications dans les différents pays. Et ils ont la grande idée de se mettre ensemble et d'essayer de développer une solution qui deviendra le GSM. En 86, la Commission réserve la bande de fréquence des 900 MHz et on a la possibilité de commencer à déployer des réseaux mobiles. En 87, le MOU est signé, les premières spécifications arrivent et en 91, on a les premiers appels GSM en Finlande dans un réseau qui est créé par Nokia et Siemens. Nokia se lance dans la bataille des réseaux mobiles en partant quasiment de rien et arrive à développer une des solutions et puis qui va lui permettre jusqu'au début du 21e siècle d'obtenir des résultats super importants dans les réseaux mobiles. En 92, on a les débuts du service SMS que vous connaissez tous. Alors, ce qui va nous intéresser dans le réseau 5G, c'est les aspects données. Donc, les aspects données, qu'est-ce qu'il y a? Ça commence par les SMS en 1992.
Et en 1992, les SMS, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé pour le développement des SMS, finalement, c'est une solution d'ingénieurs. Les ingénieurs se sont rendus compte que dans les réseaux mobiles GSM, à côté de la communication téléphonique qui était l'objectif du GSM, ils avaient une mini-communication de données qui leur permettait d'établir les communications téléphoniques. Et cette mini-communication de données laissait un petit peu d'espace libre pour s'échanger des données. Et les ingénieurs qui développaient la spécification se sont dit, on pourrait faire profiter de cet espace libre pour échanger de petits messages. Et l'idée qu'ils avaient, le business model qu'ils avaient à l'époque pour ces petits messages, c'était que la secrétaire pourrait contacter son patron en lui envoyant un SMS de temps en temps. Et on s'est rendu compte que le SMS est devenu une solution qui est utilisée par tout le monde et qui est devenu un produit beaucoup plus large que ce qu'il est maintenant. Au début, ces SMS, les opérateurs appelaient ça des bits en or parce que les coûts associés aux SMS n'étaient pas du tout proportionnels aux coûts engendrés dans le réseau pour les diffuser. Et puis petit à petit, c'est devenu un produit qui génère très peu de revenus pour les opérateurs. Alors, côté mobile, on a essayé de développer d'autres solutions pour développer des données mobiles de façon spécifique avec le MMS qui est loin d'être un succès, le WAP qui était trop limité pour être vraiment utile. Le GPRS a permis de faire des premières communications de données et puis c'est avec l'arrivée de la 3G en 98 et puis surtout de la 4G en 2009 qu'on va avoir un succès pour l'accès à Internet mobile. Et le use case vraiment important pour les données mobiles, ça va être tout ce qui concerne l'accès à Internet. Donc la démocratisation d'Internet au début de ce siècle a aussi amené des données mobiles avec des performances et des coûts des performances qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on avait avant et des coûts qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on avait précédemment. Alors pour prédire ce qui va se passer au niveau de l'évolution de la 5G, c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'évolution de la 4G depuis la spécification, donc début des années 2000, les premiers réseaux qui arrivent en 2009. En 2009, on a le premier réseau qui est déployé en Finlande et on a un premier réseau qui est disponible sur lequel Telia commence à lancer son service 4G 2009 avant tout le monde. C'est logique puisqu'ils ont Nokia derrière eux et donc c'est intéressant de pouvoir montrer que la solution fonctionne en Finlande. Proximus en Belgique couvre 5 villes en 2012 et donc il y a de plus en plus d'opérateurs qui déploient des réseaux 4G comme vous le voyez dans les histogrammes en bleu, mais le nombre d'utilisateurs reste très faible. Les utilisateurs ne vont commencer à arriver qu'en 2013 avec l'arrivée de l'iPhone et le support de la 4G dans l'iPhone. Et le fait que Apple décide de supporter la 4G dans l'iPhone a augmenté fortement le nombre d'utilisateurs au niveau des réseaux 4G. Et puis, petit à petit, les réseaux ont continué à se déployer. En Belgique, on a les réseaux 4G qui sont là depuis environ 2014, chez Proximus, Base et Orange. Et la croissance des utilisateurs en 4G a continué. Depuis 2016, il y a plus d'utilisateurs 4G que 2G et 3G en Chine. Et donc, c'est vraiment un succès au niveau asiatique. Et aujourd'hui, les pays avec le plus d'utilisateurs 4G sont la Chine avec 1,3 milliard, l'Inde avec 580 millions et les États-Unis avec 316 millions. Et puis, il y a des tas de pays avec une centaine de millions d'utilisateurs environ. Et donc la 4G, c'est un succès, mais il faut bien se dire qu'entre le déploiement et le succès, il y a toute une décennie qui s'est passée. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir au déploiement des premiers réseaux 5G. On peut s'attendre raisonnablement à ce que ce qu'on a comme résultat aujourd'hui avec le déploiement de la 4G, on l'arrive à la fin de la décennie qu'on vient de démarrer au niveau de la 5G. Donc c'est bien, on est bien parti pour une dizaine d'années avec les réseaux 5G. Alors, c'est quoi les attentes pour les réseaux 5G? Alors, j'ai trouvé un white paper de 5G America, qui est un consortium d'entreprises qui essaye de réfléchir à ce que la 5G pourrait donner en 2025. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent en 2025? 5 milliards d'utilisateurs, une couverture pour au moins 40% de la population globale en 2025, une connexion sur 7, une pénétration qui va atteindre 110% pour les connexions mobiles. Ça veut dire que certaines personnes auront plusieurs connexions 5G. 9 milliards de connexions mobiles, 6 milliards de souscripteurs, de clients, et 25 milliards de devices qui vont utiliser la 5G, avec un revenu attendu, mais bon, ça c'est les évaluations au niveau du revenu, c'est toujours à prendre avec des pincettes.
Alors, pour bien comprendre comment fonctionne un réseau comme le réseau 5G, il faut se rappeler que c'est un réseau qui s'appuie sur des fréquences radio. Alors, les fréquences radio, c'est une ressource limitée. On a un ensemble de fréquences qui sont à disposition à travers la Terre et ces fréquences sont très largement utilisées. Alors, le graphe que vous voyez ici, c'est un graphe qui provient des États-Unis et qui montre les différentes fréquences qui sont allouées depuis quelques mégahertz jusqu'à quelques dizaines de gigahertz. Et vous voyez que le graphe il est super rempli parce qu'il y a des tas d'utilisations des fréquences qui sont disponibles. Il y a très peu de zones dans lesquelles il reste des grandes plages de fréquences qui sont libres et qui sont inutilisées. Et c'est grâce à ces fréquences qu'on a la possibilité de pouvoir déployer des réseaux mobiles. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme fréquences qui vont être utilisées par les réseaux 5G et comment est-ce que ça va fonctionner? On va déployer les réseaux 5G en deux phases. D'abord, on va réutiliser la technologie actuelle 4G, donc la technologie LTE avec différentes améliorations. Donc, on va couvrir des bandes de fréquences un petit peu plus larges. On va aller des fréquences jusqu'à 3,5 GHz. C'est les fréquences qui sont en cours de discussion dans certains pays et qui pourraient être attribuées bientôt en Belgique. Il y a aussi au niveau de la technologie LTE un souhait d'aller vers la bande libre à 5 GHz. Donc au niveau des bandes de fréquences, il y a deux types de fréquences. Il y a les fréquences qui sont soumises à une licence. C'est la plupart des fréquences pour lesquelles il y a une organisation ou une entreprise qui peut utiliser la fréquence. Et puis il y a les bandes de fréquences qui sont sans licence. Donc le GSM par exemple utilise des bandes de fréquences sous licence. Par contre, le Wi-Fi et votre micro-ondes utilisent des bandes de fréquences sans licence, c'est-à-dire que n'importe qui peut les utiliser, mais si vous utilisez une bande de fréquence sans licence, ben vous devez être capable de vous adapter à la compétition avec d'autres utilisateurs qui sont sur la même bande de fréquence. Et donc, en termes de qualité, la qualité peut être moins bonne. Au niveau du 5G, la 5G est conçue au niveau radio pour pouvoir fonctionner sur une grande gamme de fréquences qui vont de 1 à 50 GHz. Et les premiers réseaux vont utiliser la bande des 3,5 GHz. Et puis, il y aura des réseaux qui vont utiliser la bande des 26 GHz, qui est la bande qu'on appelle bande millimétrique et qui a des caractéristiques assez particulières sur lesquelles je reviendrai plus tard. Alors, quand on parle de fréquences, aujourd'hui et surtout en Belgique, il y a des débats sur le fait que les fréquences pourraient poser un certain nombre de problèmes. Et je pense que ça vaut la peine de se rappeler qu'au niveau du rayonnement électromagnétique, on a du rayonnement électromagnétique qui peut aller des fréquences de quelques kilohertz comme les ondes moyennes jusqu'à des zétahertz et encore plus haut, et donc des longueurs d'onde qui vont de plusieurs kilomètres à quelques fractions d'un micromètre. Et au niveau de ces ondes, il y a un certain nombre d'ondes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Il y a la bande FM autour des 100 MHz, il y a les GSM autour de 800-900 MHz, il y a la 3G, la 4G, la 5G autour de quelques gigahertz, et puis il y aura la 5G en ondes millimétriques autour de 26 GHz. Alors toutes ces ondes qui utilisent des fréquences basses, inférieures aux pétahertz, ces ondes qui utilisent des fréquences basses inférieures aux pétahertz, il y a des études qui ont été faites pour voir quel pouvait être l'impact de ces ondes sur les cellules biologiques et les cellules humaines. Et à ces fréquences-là, c'est un rayonnement qu'on appelle non ionisant. Ça veut dire que le seul effet de ce rayonnement électromagnétique, ça va être d'échauffer les cellules. Et donc, si vous utilisez une antenne GSM ou une antenne FM et que vous vous mettez à côté, eh bien, vous pourriez avoir votre peau qui s'échauffe ou des cellules de votre corps qui s'échauffent. Et il existe un organisme international qui s'appelle l'ICINRP qui publie des recommandations sur les puissances qui peuvent être acceptées pour émettre ces différentes fréquences-là. Et il y a quelques mois, cette organisation internationale a analysé la littérature scientifique des 20 dernières années, et sur base de la littérature scientifique des 20 dernières années, ils ont conclu qu'il ne fallait pas modifier les recommandations en termes de puissance émise pour toute cette bande jusqu'à 50 GHz. Alors à côté de ces rayonnements non ionisants, il y a d'autres rayonnements qui font plus peur, qui sont ce qu'on appelle les rayonnements ionisants. Alors en simplifiant, ce sont les rayonnements qui sont à des fréquences plus élevées que celles de la lumière, et plus élevées qu'autour des ultraviolets. Et à ces fréquences-là,
quand on a un rayonnement électromagnétisme à ces fréquences-là, qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut produire de l'ionisation de molécules. Ça veut dire qu'on peut avoir une rupture de certaines liaisons entre atomes dans les molécules. Et ça peut provoquer des risques beaucoup plus élevés. Et vous voyez clairement qu'il y a là-bas les rayons X, les rayons gamma. Mais ces rayons X et ces rayons gamma, ce n'est pas du tout ce qui est produit par les réseaux de communication. Alors, au niveau des techniques radio, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de points à retenir dans l'évolution technologique des techniques radio. Et quand on passe de la 2G à la 5G, il y a pas mal d'évolutions technologiques qui ont été faites au niveau de la radio. Alors, je vais essayer de les simplifier au niveau graphique de façon à ce que vous puissiez voir l'intérêt que ça apporte sans devoir comprendre les détails technologiques qui sont derrière. Alors, si vous regardez un émetteur FM comme celui de la radio que vous écoutez dans votre voiture, cet émetteur FM, il émet dans toutes les directions. Et c'est comme ça qu'on a déployé les premiers réseaux GSM, c'est qu'on a pris des antennes, on les a mis sur des points hauts et on a essayé d'émettre dans toutes les directions pour pouvoir toucher tous les GSM qui se trouvent dans la zone de couverture de l'antenne. C'est la solution standard et c'est la solution qui fonctionne dans pas mal de réseaux. Alors, comment est-ce que ça a évolué durant les dernières années? Première chose, les antennes ont été de plus en plus capables d'estimer la distance à laquelle le mobile se trouve. Et si une antenne sait à quelle distance le mobile avec lequel elle dialogue se trouve, l'antenne peut s'adapter au niveau de la puissance et réduire sa puissance de façon à émettre juste, de façon à toucher le GSM avec lequel elle dialogue. C'est vrai pour les antennes GSM, mais c'est vrai aussi pour des antennes Wi-Fi que vous avez dans certains réseaux d'entreprise qui peuvent ajuster leur puissance. Donc, première chose, on ajuste la puissance de façon à éviter d'émettre à trop forte puissance quand ce n'est pas nécessaire pour toucher un GSM qui est proche de l'antenne. Et cet ajustement de la puissance, il est aussi possible à l'intérieur des dispositifs mobiles, évidemment. Deuxième amélioration, c'est que si l'antenne est capable de déterminer à quelle distance se trouve le mobile, elle est aussi capable de déterminer l'angle dans lequel se trouve le mobile. Et si je connais l'angle dans lequel se trouve le mobile et que j'ai la possibilité d'envoyer un signal qui est plus focalisé, je peux, au niveau de mon antenne, envoyer un signal qui est directionnel et qui va aller juste en direction du mobile, de façon à ce que dans la direction opposée, il n'y ait quasiment pas de rayonnement. Alors ça va réduire le rayonnement autour de l'antenne pour les utilisateurs qui ne communiquent pas avec l'antenne, mais ça a aussi comme intérêt que petit à petit, on commence à être capable de supporter sur la même antenne des communications en parallèle au même moment, à la même fréquence, mais dans des directions différentes pour toucher des GSM différents, ce qui va permettre de multiplier, d'augmenter le nombre d'utilisateurs qui sont couverts par une antenne donnée, tout en réduisant la puissance qui est rayonnée dans les directions où il n'y a pas d'utilisateurs. Donc, ça réduit la consommation et ça réduit la quantité de rayonnement au niveau des antennes. Avec la 5G, on va aussi être de plus en plus capable d'utiliser plusieurs antennes de façon simultanée. Alors, les cas d'utilisation varient, mais vous pouvez avoir un GSM qui est connecté à une antenne proche avec une fréquence élevée. En général, quand on utilise au niveau des réseaux mobiles une fréquence élevée, on associe à cette fréquence élevée une plage de fréquence large. Et si on a une plage de fréquence large, on peut facilement transmettre un haut débit. Et quand on est à une fréquence plus basse, en général, les plages de fréquence sont plus réduites. Et si la plage de fréquence est plus réduite, on peut transmettre à un plus bas débit. L'inconvénient d'une transmission avec une fréquence élevée, par exemple à 26 GHz, c'est que la zone qui est couverte par une antenne à 26 GHz est relativement faible, en tout cas plus faible qu'avec une antenne qui fonctionnerait à 800 MHz. Et en plus, les ondes à 26 GHz, elles vont être bloquées par les bâtiments, alors que des ondes à plus basse fréquence peuvent traverser les bâtiments dans certains cas. Et donc, on peut très bien avoir un terminal mobile qui est connecté à deux antennes. Une antenne pour avoir un débit élevé quand il est très proche de l'antenne et qui ne bouge pas, et une antenne qui est à une fréquence plus basse, qui va lui permettre d'avoir un débit plus faible, mais qui supportera par exemple mieux la mobilité. Et donc, il est possible de s'attacher pour le mobile à plusieurs éléments du réseau.
Autre élément dans les réseaux mobiles, c'est qu'en général, dans les réseaux GSM, quand on a organisé les réseaux GSM, on les a divisés en cellules et chaque antenne couvre une zone qu'on appelle une cellule. Et de façon à éviter de l'interférence entre les antennes, on s'arrange pour placer des fréquences différentes dans des antennes qui ne peuvent pas interférer l'une avec l'autre. Ici, les deux antennes rouges, elles sont suffisamment loin l'une de l'autre pour que l'émission d'une antenne ne puisse pas perturber l'émission d'une autre antenne sur la même fréquence. Et donc, on a une répartition sur les différentes fréquences qui sont utilisées par les différentes antennes. Et donc, même si un opérateur dispose d'une plage de fréquences, il va devoir diviser sa plage de fréquences en bandes et associer des bandes à chaque antenne différente de façon à réduire l'interférence entre différentes antennes. Avec la 5G, ce qui va devenir possible, c'est que comme on pourra travailler avec des fréquences différentes, on va avoir différents types de cellules. On aura des microcellules qui sont des cellules qui vont couvrir une petite zone, typiquement avec une transmission à haute fréquence pour avoir un haut débit, pour lesquelles il y aura une mobilité moyenne qui sera supportée, et on aura des antennes à plus basse fréquence, par exemple en réutilisant les fréquences LTE d'aujourd'hui. Et ces antennes à plus basse fréquence vont utiliser ce qu'on appelle des macrocellules qui vont pouvoir gérer la mobilité, mais avec des débits qui seront plus faibles. Enfin, une dernière technique radio qui est intéressante au niveau des réseaux 5G, c'est que les techniques radio, elles peuvent être utilisées, comme représenté ici, pour connecter le mobile avec la connexion qui est représentée en rouge, mais elles sont aussi utilisées entre antennes, parce que si vous déployez un réseau d'antennes dans une zone, il y a certaines antennes qui vont être alimentées par de la fibre optique, et puis il y en a d'autres pour lesquelles vous n'aurez pas nécessairement la possibilité de déployer la fibre optique, et il faudra permettre quand même à ces antennes d'être alimentées. Et pour les alimenter en données, on pourra utiliser une liaison radio, par exemple, à 26 GHz, en réutilisant les fréquences à 26 GHz. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme service qu'on va déployer au-dessus d'un réseau 5G? En gros, il y a trois types de services qui vont être déployés. Il y a le service qu'on appelle Mobile Broadband, qui est le service actuel des réseaux 4G, on va avoir des améliorations au niveau des performances de ce service-là. Deuxième type de service, on va avoir des services qui sont focalisés pour tout ce qui concerne l'Internet des objets. Alors, il y a différents noms qui sont repris dans les normes. Il y a NB-IoT, il y a LTE, MTC, etc. La standardisation 5G est un générateur d'acronymes fabuleux, ils en génèrent toutes les semaines. Ce qu'il y a quand on veut communiquer avec des dispositifs de l'Internet des objets, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut réduire la consommation d'énergie de ces objets. Et pour réduire la consommation d'énergie de ces objets, on va leur permettre d'écouter le réseau de temps en temps pour recevoir les informations dont ils ont besoin. Par exemple, on va les réveiller toutes les 5 secondes, et toutes les 5 secondes, ils recevront potentiellement de l'information du réseau. Évidemment, en les réveillant toutes les 5 secondes, on n'a pas la possibilité de faire un débit élevé, mais par contre, on réduit la consommation d'énergie. Alors, il y a le service inverse, qui est le Ultra Reliable Low Latency Communication, l'URLCC. Là, l'objectif, c'est d'avoir une latence qui est inférieure à 1 milliseconde, avec des débits très élevés, qui peuvent atteindre jusqu'à 1 gigabit par seconde, et on va optimiser le réseau de façon à réduire fortement cette latence. Évidemment, la réduction de la latence ne va pas être accompagnée d'une réduction de la consommation de l'énergie. Il y a un équilibre à trouver entre la consommation de l'énergie et la latence et les transmissions haut débit. Alors voilà, avec ça, je pense que j'ai fait un premier tour des réseaux mobiles. Je crois que ça vaut peut-être la peine de faire une petite pause, de voir si vous avez des questions sur ces bases pour les réseaux mobiles avant d'aborder les aspects qui sont liés à l'utilisation d'IP, le protocole Internet, dans les réseaux 5G. Donc, si vous avez des questions, je pense que le plus simple, c'est de les faire passer par le chat. Donc, la latence, c'est le délai entre l'envoi d'un paquet par le mobile et son arrivée dans le réseau mobile. Donc, aujourd'hui, dans les réseaux LTE, on peut avoir des latences de quelques millisecondes, de quelques dizaines de millisecondes en fonction des réseaux, en liaison avec la façon dont le réseau LTE fonctionne. Avec les réseaux 5G, on s'attend à avoir une latence de 1 milliseconde, donc ça permettra d'avoir une interaction beaucoup plus fluide entre le mobile et le réseau, parce que les performances, elles dépendent fortement de la latence.
Alors, il y a des techniques de compression de données qui existent, qui peuvent être utilisées pour comprimer certaines parties des données qui sont échangées, et l'application peut aussi faire de la compression de données. Alors, la latence courte va permettre un certain nombre d'applications, et les véhicules connectés sont un exemple. Les contrôles de drones, les jeux, etc. Les interactions avec le serveur sont d'autres exemples. Alors, il y a une question sur quelle est la raison finalement de chercher à utiliser des ondes millimétriques qu'on sait être dangereuses et ne pas rester sur les gigahertz. Les ondes millimétriques, on est à 26 gigahertz, hein, donc on n'est pas si loin que ça des 3 gigahertz qu'on va utiliser aujourd'hui et des 1 à 2 gigahertz qu'on utilise pour le moment. Alors pourquoi est-ce qu'on va chercher des ondes millimétriques? Parce que c'est là qu'il y a de la place qui est disponible. C'est là qu'on a des plages de fréquences où on peut aller chercher quelques gigahertz dans lesquels qu'on peut utiliser pour faire des réseaux 5G. Le reste, il n'est pas entièrement disponible, il est déjà utilisé par d'autres applications que sur les applications satellites ou d'autres. Alors la constance de la performance du réseau, ça va dépendre de la façon dont l'opérateur le gère, et il y aura des techniques qui vont permettre d'assurer des garanties de performance à certains utilisateurs en découpant le réseau. C'est ce qu'on appelle la technique du slicing. On pourra découper certaines ressources du réseau de façon à ce qu'elles puissent répondre aux besoins de performance. Il y a déjà des contraintes de performance dans les réseaux de la 5G aujourd'hui qui permettent de, par exemple, limiter le débit maximum de certains utilisateurs ou de garantir des ressources à certains types d'utilisateurs. Alors, pour utiliser la 5G, est-ce qu'il faudra changer de smartphone? Oui, parce qu'il faudra changer de fréquence, il faudra changer de type de radio, donc il faudra changer de GSM. Maintenant, comme vous avez vu sur les slides sur la 4G, il a fallu 5 ans pour que le déploiement de la 4G démarre vraiment et qu'il soit beaucoup plus largement utilisé. Je pense que ça va être la même chose pour la 5G. Alors, il y a une question sur la position anormalement dominante de Huawei. Huawei a été un des premiers à faire de la 5G. Ils ont déployé beaucoup de solutions au niveau 5G chez les opérateurs. Il y a un petit retour pour le moment en arrière, notamment en Europe, où il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont déclaré qu'ils allaient quitter Huawei pour l'infrastructure pour passer à chez d'autres vendeurs comme Ericsson ou Nokia. C'est pas clair que Huawei va rester dominant. Ils ont beaucoup de brevets aussi. Ils contribuent à pas mal de dispositifs mobiles, de smartphones, et les smartphones sont relativement bon marché chez Huawei. Je pense que ce qu'il faut regarder au niveau des smartphones, c'est le moment où Apple va se décider à sortir un smartphone qui supporte la 5G. Parce que Apple ne fera le support de la 5G que quand ils penseront qu'il y a une valeur ajoutée pour ses utilisateurs à passer sur le réseau 5G. Et si pour le moment Apple n'a pas encore sorti de smartphone 5G, c'est qu'il ne voit pas encore de valeur ajoutée suffisante. Alors, les récents événements semblent montrer qu'il faut peut-être envisager d'utiliser des services plus locaux que ceux proposés par la Chine. Qu'en est-il d'une alternative à Huawei? Bien, au niveau du cœur du réseau, les alternatives à Huawei, c'est Ericsson, Nokia essentiellement. Il faut quand même savoir qu'on est dans un environnement dans lequel les fournisseurs d'équipements pour les réseaux mobiles, en gros, c'est soit Ericsson, Nokia en Europe, soit Huawei, ZTE en Chine. Il n'y a pas de fournisseur majeur qui soit basé aux États-Unis. Et ça, je pense que ça peut aussi expliquer un petit peu la réaction de Trump par rapport à Huawei pour les réseaux 5G. Et les Américains essayent de développer des solutions pour les réseaux radio qu'ils appellent les Open RAN, les Open Radio Access Network, dans lesquels on va utiliser beaucoup plus de software pour gérer le réseau que les solutions actuelles. Et c'est une façon pour les Américains de revenir dans la course pour les réseaux 5G. Alors, quels sont les atouts et inconvénients de la 5G pour l'IoT par rapport aux réseaux actuels comme LoRa ou Sigfox? Je pense que l'intérêt de la 5G, ce sera d'avoir un réseau unifié. Et la question, ça va être de voir quel va être le coût au niveau des puces pour intégrer le support de la 5G dans les dispositifs IoT par rapport à LoRa ou Sigfox. Et donc, si LoRa ou Sigfox peut avoir des puces qui sont très bon marché et qui sont largement déployées, LoRa et Sigfox pourraient gagner la bataille par rapport à la 5G s'il y a un peu de retard au niveau de la 5G.
Oui, il y a Alcatel aussi, mais Alcatel a été repris par Nokia. Les risques pour la santé, j'ai présenté les aspects, les rayonnements ionisants et non ionisants. Et donc, les risques pour la santé au niveau de la 5G ne sont pas différents, en tout cas pour moi, de ceux que j'en connais, mais je ne suis pas médecin, ne sont pas différents des risques qu'on a pour le Wi-Fi ou pour le GSM aujourd'hui. Comme le temps avance et qu'il y a moins de questions, je propose de repasser à la suite, à la deuxième partie. Je parlerai de la localisation après. Donc, deuxième partie, on va regarder la 5G qui est un réseau IP. Je pense que pour comprendre un petit peu la 5G, il faut voir un petit peu quels sont les éléments qu'on a dans un réseau mobile. En gros, à côté du smartphone que vous connaissez, il y a le réseau d'accès, le Radio Access Network, qui est le réseau composé de l'ensemble des antennes avec lesquelles vous pouvez interagir. Le smartphone va interagir. Alors, ce réseau peut être super simple, où l'antenne est directement connectée au réseau fixe. Il peut être plus compliqué avec des parties radio dans le réseau radio lui-même. Alors, à l'intérieur du réseau cellulaire, il y a un certain nombre d'équipements qui, aujourd'hui, sont souvent implémentés sous la forme de boîtes, donc d'équipements physiques. Dans les réseaux 5G, ce sera implémenté sous la forme de software avec une découpe beaucoup plus grande de ces différentes fonctions. Il y a un certain nombre d'éléments. Quand vous vous connectez avec votre GSM à un réseau cellulaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord une interaction au niveau du contrôle via une entité qui s'appelle le MMI, et le MMI est responsable de l'authentification, de la gestion de la mobilité et du choix du gateway, le SGW, qui va servir votre téléphone. Et ce MMI, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interagir avec votre opérateur et avec les différentes bases de données de votre opérateur, notamment le HSS, qui contient les informations relatives à votre abonnement, les informations sur la localisation, etc. Une fois que vous avez été authentifié par le réseau, vous avez la possibilité d'échanger des données dans le réseau, et l'échange de données va se faire sous la forme de paquets qui vont transiter par le S-Gateway et qui vont arriver au P-Gateway, au PDN Gateway, au Packet Data Network Gateway. Et ce PDN Gateway, en fait, c'est un routeur qui va vous attribuer une adresse IP. Et ces routeurs qui vous attribuent une adresse IP, c'est à travers ce routeur-là que vous allez accéder à l'Internet. Et si le mobile se déplace et qu'il passe à une autre antenne, il va interagir avec le S-Gateway et le MMI pour indiquer qu'il a changé d'antenne, mais il va être connecté au même PDN Gateway. Et donc, ces paquets vont continuer à aller sur Internet et arriver via Internet sur le même routeur du réseau de l'opérateur. Alors, le réseau sera plus compliqué dans les réseaux 5G parce qu'il y aura plus de fonctions software, mais en gros, ça va rester le même genre d'architecture. Alors, le réseau 5G, il est vraiment conçu de façon à supporter les services IP, donc le protocole Internet. Alors, au niveau d'IP, je pense que ça vaut la peine de se rappeler qu'il y a deux versions d'IP. L'adresse IP, la version IP version 4, vous avez probablement appris durant vos études, où les adresses sont sur 32 bits, et la version 6, où les adresses sont 128 bits, dont vous avez peut-être entendu parler dans vos études. De mon côté, moi j'en parle depuis 7-8 ans aux étudiants, et je ne parle plus que d'IP version 6 aux étudiants depuis 7-8 ans, mais ce n'est pas le cas partout. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'au niveau d'IP version 4, vous avez ici un slide qui reprend les adresses IP version 4 qui sont disponibles en Europe sur les 3 dernières années. Et depuis l'automne passé, il n'y a plus d'adresse IP version 4 disponible. Donc, si vous voulez développer un service, il ne faut surtout pas utiliser IP version 4. Et même si les réseaux 5G permettront d'utiliser IP version 4, ça n'a aucun sens d'optimiser l'utilisation d'un réseau 5G pour aller avec IP version 4. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser IP version 6. Alors, la différence, c'est que les adresses sont sur 128 bits et le déploiement a pris un certain temps. Donc, les premières normes ont commencé il y a une vingtaine d'années. Donc, j'ai montré LTE, on a mis 10 années pour passer à une utilisation large. Les premières normes d'IP version 6, elles étaient déjà en discussion quand j'étais encore en train de faire ma thèse à l'Université de Liège. Et puis, elles ont été développées et spécifiées au début de ce millénaire. Et puis, depuis 2008, on a une croissance lente. Et en 2014-2015, ça s'est accéléré. Donc, au niveau mondial, aujourd'hui, Google voit que 30% des utilisateurs de google.com utilisent IP version 6. Ils n'utilisent pas IP version 4. Et probablement, vous êtes parmi ceux-là parce qu'en Belgique, si on voit les données d'Akamai, on a 50% des Belges qui utilisent IP version 6 pour accéder à Internet.
Et ces 50% des Belges, ce sont en gros tous les réseaux fixes, donc ADSL et le câble. Aucun réseau mobile et très très peu de réseaux d'entreprise. Alors, qu'est-ce qui limite le déploiement d'IPv 6 en Belgique au niveau des entreprises? Au niveau des entreprises, en général, c'est le réseau interne qui limite le déploiement d'IPv 6. On a l'habitude avec IPv 4 et on ne veut pas changer. Alors, en préparant les slides, j'ai regardé quel était l'état de NSI.be. NSISA.be, le site web fonctionne en IPv 6 parce que vous utilisez un CDN qui supporte IPv 6. Votre serveur de DNS, finalement, vous en avez 4 et il n'y en a qu'un des 4 qui est celui qui est délégué à Win qui supporte IPv 6. Les autres ne le supportent pas. Il n'est pas possible d'envoyer un mail en IPv 6 vers NSISA.be. Au niveau des réseaux mobiles, en Belgique, c'est catastrophique. On est toujours en IPv 4 pour les réseaux mobiles. Ça commence à bouger lentement chez les opérateurs. Mais les réseaux 5G, il faut vous attendre à ce que ce soit de l'IPv 6. Alors, le réseau 5G sera un réseau intégrateur qui va être capable de permettre aux utilisateurs d'utiliser différents types de réseaux, que ce soit le Wi-Fi, des réseaux satellites. Et donc, c'est le premier réseau qui est vraiment intégrateur d'autres types de réseaux. Je vais prendre un exemple sur comment ça va fonctionner avec le Wi-Fi, mais ça peut fonctionner de la même façon avec des réseaux satellites. Donc, aujourd'hui, vous savez que le Wi-Fi est très largement déployé, que ce soit chez les particuliers, dans les entreprises, mais aussi dans des villes, dans des trains, dans les avions, etc. Et tous les équipements mobiles utilisent le Wi-Fi et le réseau cellulaire. Alors, il y a eu des discussions sur comment mieux faire coexister ces deux technologies. Alors, en simplifiant, pour essayer de comprendre quelle est la difficulté de faire coexister ces deux technologies-là, la première difficulté, c'est qu'il faut permettre à un smartphone de se connecter facilement à un réseau Wi-Fi sans devoir encoder manuellement une clé WPA2 que vous avez peut-être fait quand vous avez visité un voisin qui a un autre Wi-Fi que le vôtre. Et une fois qu'on est authentifié sur le Wi-Fi, comment est-ce qu'on fait pour basculer facilement de Wi-Fi vers le cellulaire sans impacter les applications? Alors, je vais essayer de présenter en vitesse ces deux différentes solutions-là. Et pour l'accès au réseau Wi-Fi, je vais partir d'une solution qui a été déployée depuis plusieurs années par les universités et les centres de recherche qui s'appelle EduRoam. Alors, EduRoam, c'est une solution de partage de réseau Wi-Fi qui permet à tout étudiant d'université belge d'avoir accès au réseau Wi-Fi de n'importe quelle autre université à travers le monde. Et aujourd'hui, il y a, je pense, 140 pays qui supportent la technologie en utilisant son nom d'utilisateur et son mot de passe dans son université à laquelle il est inscrit. Et c'est la seule chose qui suffit d'avoir. Et récemment, il y a quelques mois, il y a une approche qui s'appelle Open Roaming qui essaye de faire l'équivalent pour tout le monde et pas juste pour les utilisateurs des universités et des centres de recherche. Alors l'idée, c'est qu'un utilisateur mobile va pouvoir s'authentifier auprès de n'importe quel réseau en utilisant son username et son mot de passe de son réseau d'origine. Alors je pense que ça vaut la peine que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. L'idée, c'est que vous avez un réseau dans lequel vous voulez vous authentifier. Par exemple, vous êtes à Louvain-la-Neuve et vous voulez utiliser le réseau de l'UCL. À l'intérieur du système d'Open Roaming, il y a une fédération d'entreprises et d'organismes qui gèrent les identités d'utilisateurs. Et supposons que NSI SA fait partie de cette fédération. Pour faire partie de la fédération, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que chez NSI, il y ait un service d'authentification des utilisateurs sur base de username password. Vous avez probablement un Radius qui traîne quelque part. C'est cette technologie-là qu'il faut utiliser. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Quand votre smartphone va se connecter sur le réseau Wi-Fi, va identifier qu'il y a un nouveau réseau Wi-Fi, il va essayer de faire une authentification en utilisant la technologie 802.1x. Et dans cette technologie, en gros, ce que vous allez indiquer, c'est nom d'utilisateur, nom de domaine. L'access point Wi-Fi ne vous connaît pas, il va transférer la demande au service d'authentification du réseau de l'UCL. Le service d'authentification du réseau de l'UCL ne vous connaît pas plus, mais il va contacter la fédération pour savoir quel est le service d'authentification qui va permettre de valider l'utilisateur Alice dans le domaine NSI-SA.be. La fédération va indiquer quelle est l'adresse du serveur et quelles sont les coordonnées du serveur de NSI-SA. On va contacter le serveur NSI-SA qui va envoyer au réseau de l'UCL un challenge pour demander à Alice de s'authentifier. Donc ce challenge va être renvoyé encrypté à Alice. Alice va analyser le challenge et va renvoyer un calcul qu'elle fait sur base de son mot de passe.
le calcul qui est fait sur base de son mot de passe va retourner vers NSISA.be sans qu'il soit visible par le service d'authentification de l'UCL. NSISA va valider l'authentification et va informer le réseau de l'UCL que Alice est bien authentifiée. Et le réseau de l'UCL va valider son accès à l'access point Wi-Fi et Alice pourra avoir accès maintenant au réseau Wi-Fi et accès à l'Internet. Alors, si Alice fait des bêtises par rapport à la question qu'on a demandé au niveau de la possibilité de tracer la localisation géographique des appareils, mais aussi de tracer l'utilisation, le réseau de l'UCL sait qu'à ce moment, c'est l'utilisateur alice@nsa.be qui a utilisé une adresse IP particulière du réseau de l'UCL. Et donc, s'il y a des problèmes qui sont liés à l'utilisation de cette adresse IP-là, le réseau de l'UCL pourra renvoyer une demande éventuelle de la police vers nsisa.be qui devra expliquer quel est l'utilisateur et ce que l'utilisateur a fait si la police veut le contacter. Donc, avec cette technologie-là, il est maintenant possible d'utiliser n'importe quel réseau Wi-Fi. Alors, en Belgique, il y a plusieurs millions de réseaux Wi-Fi qui sont disponibles. Donc, c'est super intéressant en termes de basculement et de connectivité. Deuxième problème, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour basculer du réseau Wi-Fi vers le réseau cellulaire et inversement. Alors, je prends un exemple simple en utilisant IP version 4, mais ça fonctionne de la même façon avec IP version 6. Si vous êtes sur votre smartphone et que vous utilisez par exemple le réseau cellulaire, pour interagir avec un serveur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez établir une connexion avec le serveur, et cette connexion va aller depuis votre adresse IP noire vers l'adresse IP rouge du serveur, et le serveur va reconnaître qu'il y a une connexion en cours entre votre smartphone et lui-même. Si maintenant vous perdez votre connectivité avec le réseau cellulaire, par exemple, vous rentrez dans un bâtiment et vous allez dans la cave, si vous perdez votre connectivité, vous perdez l'adresse IP qui est associée, qui vous est fournie par le réseau cellulaire, et vous allez vous reconnecter au réseau Wi-Fi. Le réseau Wi-Fi vous donne une nouvelle adresse IP, et si vous utilisez cette nouvelle adresse IP du réseau Wi-Fi pour contacter le serveur, pour le serveur, il ne va pas faire de lien avec l'ancienne connexion que vous avez. Et donc, votre application va devoir redémarrer toutes les connexions qui étaient en cours avec le serveur et relancer ces différentes connexions-là. Pourriez vous dire, ce serait tout simple de garder l'adresse IP qu'on avait via le réseau cellulaire et de l'utiliser pour envoyer les données via le réseau Wi-Fi. Si je fais ça, heureusement, le réseau Wi-Fi va regarder que la source du paquet qui est envoyé est invalide et il va bloquer les paquets. Donc, le basculement du réseau Wi-Fi vers le cellulaire, ce n'est pas trivial et ce n'est pas immédiat. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer ce basculement du réseau Wi-Fi vers le cellulaire? Il y a une solution qu'on a développée à l'UCL depuis une dizaine d'années, d'abord dans des projets de recherche, et puis on a été en standardisation et on a développé l'implémentation de référence. Et en gros, l'idée, ça s'appelle Multipass TCP, c'est une solution qui permet à une connexion TCP. Donc TCP, c'est la façon standard de transmettre de l'information de façon fiable sur Internet. Et on permet à une connexion TCP d'utiliser plusieurs adresses IP sans interrompre les connexions. Alors le standard a été développé en 2013. En janvier 2013, il a été publié. L'implémentation dans le noyau Linux a été faite par des chercheurs ici à l'UCL. Et puis après avoir publié le standard en janvier 2013, on a appris en septembre 2013 qu'Apple avait décidé d'utiliser ce nouveau protocole-là sur tous ses iPhones. Et pourquoi est-ce qu'Apple a utilisé ce nouveau protocole-là sur tous ses iPhones en 2013? C'est qu'en 2013, il commençait à faire la solution de reconnaissance vocale qui s'appelle Siri. Et cette solution de reconnaissance vocale qui s'appelle Siri, elle fonctionne en utilisant un serveur. En gros, ce que l'iPhone fait, c'est qu'il va enregistrer votre voix, il l'envoie via HTTPS sur un serveur de chez Apple. Le serveur de chez Apple fait la reconnaissance de la voix, transforme votre voix en une commande, et la commande est renvoyée à travers la connexion TCP sur votre iPhone, et l'iPhone prend en compte la commande qui a été reconnue par le serveur. Alors, ce qui posait problème à Apple, c'est qu'en 2012-2013, quand les utilisateurs étaient avec leur smartphone et qui quittaient leur maison en parlant à leur iPhone, en demandant à leur iPhone de faire quelque chose, par exemple, lance ma musique, l'iPhone qui était attaché au Wi-Fi, quand ils quittaient leur maison, l'iPhone passait sur le cellulaire, mais il fallait 5 à 10 secondes pour que le cellulaire fonctionne correctement. Et pendant 5 à 10 secondes, l'application Siri ne fonctionnait pas. Et donc, grâce à Multipass TCP, ce que Siri fait, c'est qu'il commence sur le Wi-Fi, il se rend compte que le Wi-Fi ne fonctionne plus, il bascule sur le cellulaire directement,
et l'application Siri fonctionne correctement. Ils ont depuis étendu ça pour des applications tierces. Il est possible de faire une application iPhone qui utilise Multipass TCP, et aussi ils l'ont étendu récemment à Apple Music et Apple Maps. Donc si vous parlez à votre iPhone, quand vous regardez Apple Maps pour vous diriger, vous utilisez une technologie qui est développée en Belgique. Alors Apple a fait différentes solutions qui permettent de basculer en mode handover. Donc on utilise d'abord le Wi-Fi et on bascule sur le cellulaire quand le Wi-Fi ne va plus du tout. Mais il y a aussi un autre mode qui est plus intéressant, qui est le mode interactif, où là on va utiliser le Wi-Fi pour autant qu'il donne de bonnes performances en termes de délai, une latence inférieure à 250 millisecondes et pas de perte. Et s'il y a des pertes ou une latence importante, on bascule sur le cellulaire. Alors, il y a deux utilisations de Multipass TCP qui ont été proposées. En Corée du Sud, Samsung, LG utilisent l'implémentation de Louvain-la-Neuve de façon à combiner la 4G et le Wi-Fi de façon à avoir des performances plus élevées. Tessarès, qui est une spin-off de l'UCL qui a été développée par ceux qui ont créé la solution Multipass TCP, déploie des réseaux hybrides qui combinent l'ADSL et la 4G pour avoir de meilleures performances de l'accès à Internet en zone rurale dans plusieurs pays, dont la Belgique. Par contre, on n'a pas encore réussi à ce que Multipass TCP soit utilisé à grande échelle par Google, Facebook ou d'autres grands gestionnaires de sites web. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la 5G ? Depuis l'année passée, dans la 5G, on sait qu'il va y avoir un service qui s'appelle ATSS, donc Access Traffic Steering, Switching and Splitting. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un serveur dans le réseau qui va permettre de décider s'il faut utiliser le cellulaire ou le Wi-Fi, de basculer du cellulaire au Wi-Fi ou bien de combiner les deux. Et comment est-ce que cette solution va fonctionner ? En gros, lorsque votre smartphone va contacter un serveur, il va d'abord contacter le service ATSS pour dire qu'il veut contacter le serveur. Il contacte le service ATSS en utilisant Multipass TCP. Le service ATSS va transformer la connexion Multipass TCP en une connexion TCP pour contacter le serveur original. Et puis, si vous voulez passer via le Wi-Fi, vous allez passer via le Wi-Fi à travers le service ATSS. Donc, on a Multipass TCP qui est utilisé dans la partie radio du réseau, et puis le TCP normal pour contacter le serveur. Donc ça fait partie des standards 5G, et c'est encore en cours de développement et en cours d'amélioration. Alors pour terminer, d'autres services qu'on attend des réseaux 5G, on s'attend à avoir une meilleure localisation des terminaux. Alors dans un premier temps, on essaye d'avoir une précision de localisation de 50 mètres pour 80% des terminaux au niveau de la localisation horizontale, la position géographique, et d'obtenir cette localisation en déant les 30 secondes. Et dans un second temps, on s'attend à ce que les réseaux puissent avoir une précision d'au moins 3 mètres en intérieur et de 10 mètres à l'extérieur. Et ça va s'améliorer petit à petit. Deuxième exemple de service, c'est l'intégration des serveurs dans le réseau 5G. Vous savez qu'au niveau de l'Internet, la diffusion de contenu, si historiquement ça se faisait avec un serveur dans l'entreprise qui diffusait le contenu de l'entreprise, de plus en plus aujourd'hui, ce contenu, il est déployé à travers des serveurs de CDN, des Content Distribution Network, et ces Content Distribution Network sont gérés par des sociétés qui mettent des serveurs de cache un peu partout à travers Internet. C'est ce que fait Akamai, Cloudflare et des tas d'autres. Et l'intérêt de déployer ces serveurs de cache un peu partout sur Internet, c'est que ça permet de réduire la latence et d'améliorer les performances. Alors, dans les réseaux 5G, je vous ai dit, la latence, on veut avoir une latence de moins de 1 milliseconde. Donc ça, c'est pour la partie radio du réseau. Ce qui serait bien, c'est que cette latence de moins de 1 milliseconde, elle puisse aussi être intéressante pour les serveurs qu'on va pouvoir placer dans le réseau 5G. Ce que le réseau 5G va permettre, puisqu'il est composé de logiciels, on va permettre l'intégration de serveurs style CDN, qu'on appelle les Edge serveurs, à l'intérieur du réseau 5G. Donc directement dans les équipements 5G, on pourra avoir des serveurs virtualisés qui vont permettre de fournir du contenu, d'accélérer certaines applications, des jeux vidéo, ou bien de fournir des services spécifiques qui nécessitent des latences faibles. Donc on va pouvoir collaborer avec l'opérateur du réseau de façon à aller placer des services spécifiques à l'intérieur du réseau. Alors qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux services ? Il y en a plein dans les départements marketing qui réfléchissent à des nouveaux services dans le domaine de la santé. Il y en a qui réfléchissent à remplacer les réseaux d'accès à Internet fixes
en utilisant la bande de fréquence des 26 GHz. Personnellement, je ne pense pas qu'en Belgique, ce soit un bon scénario. Aux États-Unis, peut-être, mais en Belgique, la densité de la population fait qu'il est préférable de faire soit de la fibre dans les villes, soit des solutions mixtes qui combinent les réseaux fixes et les réseaux mobiles. Alors, il y en a qui réfléchissent à des pilotages de drones via les réseaux 5G, de la réalité virtuelle augmentée, des jeux, tous les aspects style smart grid pour collecter les données IoT, etc. Alors pour terminer, je pense que ça vaut la peine de regarder un petit peu le déploiement de la 5G en Wallonie, puisque c'est l'actualité. Alors vous savez que Proximus a lancé le 1er avril le déploiement de la 5G en Belgique. Ils ont voulu faire un coup marketing en disant on va déployer beaucoup de fibres, on va déployer le réseau 5G. Donc le 1er avril, ça c'est la carte du réseau 5G telle qu'elle était sur le site Proximus. Le lendemain, on a eu une réaction assez forte de certaines communes, dont Ottignies, Gembloux, Namur. Et puis, on a vu que le réseau 5G, qui était initialement équilibré entre la Flandre et la Wallonie, ce qui était une première pour Proximus, ce réseau 5G, il s'est basculé en direction de la Flandre et vous allez voir le désastre sur les semaines qui suivent. Donc, le 20 avril, on avait perdu tout l'axe entre Bruxelles et Namur. Il restait Ciney qui était encore disponible, mais on a encore eu une belle couverture sur Charleroi, sur Mons, sur Nivelles. Le 1er juin, il reste une couverture minuscule à Huy, à Charleroi, à Mons et à Leuze-en-Hainaut. Et aujourd'hui, il nous reste Leuze-en-Hainaut et probablement le mini-centre de Charleroi. Alors, si vous connaissez les bourgmestres de Leuze-en-Hainaut ou de Charleroi, vous pouvez les encourager à garder le réseau 5G si c'est possible. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut déployer un réseau 5G? Je pense que le réseau 5G, les réseaux mobiles en général, et le réseau 5G, c'est le réseau mobile qu'on va avoir pour la décennie qui vient. C'est une infrastructure critique pour la région et je pense que c'est équivalent à tous les réseaux de distribution qu'on a, que ce soit l'eau, l'électricité, les voies de communication et le réseau d'accès Internet. Si on est dans une région dans laquelle il n'y a pas de réseau de communication ou si on décide de rester à la 4e génération, au réseau LTE actuel, dans 3-4 ans, on n'aura plus de terminaux qui fonctionnent et on aura des tas de problèmes. Je pense qu'avec ça, j'ai couvert tous les slides que j'avais préparés. Je pense que j'ai plus ou moins réussi à tenir dans les 40 minutes qui étaient identifiées. Il me restait une question de tantôt qui était: garde-t-on la possibilité de localisation géographique des appareils pour faire le tracing et la police? Oui, cette localisation géographique reste, que ce soit au niveau de la localisation géographique, elle va s'améliorer avec la 5G et la localisation des adresses également. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, comment s'explique le retrait de Proximus en Wallonie? C'est une question intéressante. Tout a démarré par la bourgmestre de Ottignies-Louvain-la-Neuve, qui a, le 1er avril, publié un communiqué de presse en disant qu'elle n'avait pas été consultée par Proximus pour déployer le réseau 5G. Alors, ça vaut la peine de dire que le déploiement du réseau 5G de Proximus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une fréquence dont ils avaient déjà la licence en 3G, qu'ils n'utilisaient plus pour la 3G, et ils ont décidé sur cette fréquence 3G que personne n'utilisait, plutôt que de mettre un réseau 3G, de mettre la modulation 5G, et qui est utilisable avec uniquement un seul type de GSM, donc quasiment personne pour le moment. Et donc, il n'y a pas de trafic sur ce réseau-là. Ils ont voulu faire un coup marketing. Qu'est-ce que ça change? Ça change que sur un GSM, quand vous êtes connecté sur le réseau 5G de Proximus, plutôt que de voir 4G en tout petit en haut à droite, vous voyez 5G. Et vous avez un débit un peu plus élevé, mais ce n'est pas encore du 5G parfait avec toutes les fonctionnalités de la 5G. Donc, ils ont voulu faire un coup de marketing et la bourgmestre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve n'a pas aimé et elle a pris dans son sillage les bourgmestres de Gembloux, de Namur et puis le gouvernement wallon qui a commencé à réfléchir à la solution et qui a dit « Ah, il faut temporiser, on ne fait pas quelque chose sans concerter tout le monde ». Et pour le moment, on est bloqué. Alors, j'espère que le gouvernement wallon va débloquer ça.
Alors, la question suivante, c'est si on favorise le réseau fibre en Belgique, quel est l'intérêt d'une couverture radio 5G par rapport à un déploiement plus large Wi-Fi fibre? Alors, on va favoriser la fibre optique en Belgique. Proximus a dit qu'ils étaient probablement capables, d'ici 2024 à 2025, de toucher 2 millions de foyers, mais il y a 4 millions de foyers en Belgique. Donc, on a la moitié des foyers en Belgique qui ne sont pas touchés par la fibre optique que Proximus veut déployer. Alors, la fibre, le Wi-Fi au-dessus de la fibre permet de toucher les utilisateurs dans les bâtiments et les utilisateurs qui se déplacent en marchant. Si vous voulez toucher les utilisateurs qui sont mobiles en voiture ou en bus ou en train, le Wi-Fi va être probablement pas suffisant. Reste-t-il des prétextes de danger pour la santé? Ben oui, il y a beaucoup de personnes qui font des prétextes sur la santé, mais comme Manuel Palage l'a dit au début, je n'ai pas vu d'études récentes qui disaient clairement que les réseaux 3G, 4G posaient des problèmes pour la santé. Alors, une des polémiques 5G concerne une augmentation importante de la consommation d'électricité liée à l'infrastructure. Qu'en est-il? Donc, il y a une étude d'Ericsson qui montre qu'on est capable de réduire à terme la consommation d'électricité de l'infrastructure du réseau 5G. Il faut quand même se dire que si vous regardez ce que j'ai montré au niveau des améliorations des techniques radio, on est passé d'une solution où on diffusait Orbi et Torbi à une solution où on est capable de diffuser dans l'angle qu'il faut, à la distance qu'il faut. Donc, ça va permettre de réduire la consommation également. Si on veut faire de l'IoT, ben on veut avoir des consommations faibles pour les équipements. La question, ça va être quelle est la quantité de données qu'on va échanger, quel est le coût en énergie pour échanger les données. Si on regarde aujourd'hui, on est beaucoup plus économe en énergie qu'avant pour l'échange des données, mais on échange plus de données. Donc la question, ça va être la quantité de données qu'on va échanger et quel est le coût énergétique. Mais dans tous les cas, les utilisateurs vont demander d'avoir des smartphones qui sont capables de rester chargés toute la journée, qui vont demander juste une recharge à la fin de la journée. Et donc, on va rester à des consommations en énergie qui vont rester relativement faibles. Alors la 5G comme la 4G doit avoir la fibre, ça je suis tout à fait d'accord, il faut alimenter les antennes en données à haut débit et on a plus besoin de fibres pour la 5G que pour la 4G puisqu'on veut aller à plus haut débit. Alors, qu'en est-il du respect de la sobriété énergétique et d'équipement avec le déploiement de la 5G, sachant qu'il faut une antenne tous les 150 mètres? Alors, une antenne tous les 150 mètres pour la 5G, ben, ça va dépendre de la fréquence à laquelle on va utiliser le réseau 5G. Aujourd'hui, Proximus a utilisé les fréquences de la 3G. Si on va à 3 GHz, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une antenne tous les 150 mètres. On fera une antenne tous les 150 mètres. Si on va à 26 GHz, et à 26 GHz, l'avantage, c'est qu'on va avoir des débits qui sont beaucoup plus élevés et ça pourrait être intéressant pour faire une couverture plus importante. Si on veut par exemple couvrir le stade du Heysel ou le stade du Standard, ben, au stade du Heysel ou au stade du Standard, on aura peut-être intérêt à mettre des antennes à 26 GHz parce qu'on aura une couverture beaucoup plus large et une capacité de transmission beaucoup plus élevée qu'en mettant des tas d'access points Wi-Fi pour couvrir la même zone. Mais par contre, si on veut donner une couverture pour les équipements mobiles, ben là, on peut utiliser des fréquences qui sont plus basses. Le problème du débit au niveau de l'infrastructure sera toujours un problème. Je pense que le débit au niveau de l'infrastructure, aujourd'hui, l'infrastructure fibre dans les réseaux belges n'est pas une limitation. Donc aujourd'hui, dans les réseaux mobiles, la limitation, elle vient de la disponibilité des canaux radio. Et à partir du moment où on a amené la fibre à un site d'antenne, on a une capacité de transmission qui est très, très importante et qui ne va pas poser de difficultés au niveau de l'antenne. C'est juste si on n'arrive pas à amener la fibre à l'antenne, là on aura des difficultés. Alors la question de Manu Palage, ce que tout le monde semble ne pas comprendre, c'est que les principaux bénéficiaires de la 5G seront les entreprises et non les consommateurs que nous sommes. Attendre trop, c'est exposer la Wallonie à une terre de plus. Alors, je dirais oui et non. Alors, si on regarde un petit peu l'évolution des réseaux 3G, 4G, les réseaux 3G, 4G, ils se sont déployés largement pour le bénéfice des entreprises et des consommateurs
parce qu'ils ont été utilisés par le grand public. Et le fait que la 4G a été prise par le grand public a permis un déploiement large de ces solutions-là. Si on avait fait des solutions de réseau de données mobiles qui servaient juste aux entreprises, je ne suis pas sûr qu'au niveau investissement, les opérateurs auraient pu suivre ou alors que les coûts auraient été très élevés. Et donc, je pense qu'il faudra bien trouver un équilibre entre les services pour le grand public et les services pour les entreprises, parce que les services pour le grand public peuvent amener du volume qui va justifier un déploiement et des investissements par les opérateurs. À côté de ça, au niveau des réseaux 5G, il existe ce qu'on appelle la technologie du slicing, dont on n'a pas discuté, mais qui permet de virtualiser le réseau et de découper le réseau en sous-réseaux, de façon à ce que ces sous-réseaux aient des contraintes en termes de garantie de service qui sont différentes pour une classe d'utilisateurs à l'autre. Et grâce à cette technologie-là, on peut très bien imaginer un réseau qui est, entre guillemets, grandement amorti par les utilisations grand public, ou grandement justifié par les utilisations grand public, mais qu'on peut découper pour des utilisations professionnelles qui vont permettre d'en profiter. Comme d'habitude, le problème est donc bien politique. Quels sont les groupes politiques favorables au développement de la 5G en Wallonie, histoire que je puisse faire mon choix? J'avoue que je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas spécialiste en politique belge. En quoi la 5G va-t-elle permettre de réduire la fracture numérique entre les grands centres urbains et les zones rurales? La 5G demande un maillage plus serré des antennes et donc un coût plus élevé dans les zones à faible densité de population, pas rentable. Alors je suis d'accord que la 5G n'est pas la solution pour réduire la fracture numérique telle qu'elle est déployée aujourd'hui. Si on veut réduire la fracture numérique au niveau des zones rurales, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut essayer, il y a différentes approches qui vont permettre de réduire la fracture numérique au niveau des zones rurales, et il n'y a pas une approche qui va résoudre tous les problèmes. Alors, il y a un certain nombre d'approches que je peux mentionner, qui sont des approches intéressantes et qui ont été utilisées dans certains endroits. Donc, j'ai parlé tantôt de TSRS qui développe une solution qui permet de combiner la DSL avec la 4G. Alors, cette solution qui combine la DSL avec la 4G, elle est plus ou moins disponible en Belgique, mais elle n'est pas très promue en Belgique. Par contre, il y a d'autres pays en Europe où elle est promue. C'est le cas en Hollande, c'est le cas en Finlande, par exemple, où elle est plus largement utilisée qu'en Belgique. Et ça permet à des zones qui sont correctement couvertes par la 4G de profiter de la 4G de façon à améliorer l'accès à Internet. En fait, si on regarde les performances, l'utilisation des réseaux 4G et l'utilisation des réseaux ADSL, en simplifiant, le réseau 4G, son heure de pointe, c'est le temps de midi. Quand les gens vont manger, ils consultent leur GSM et c'est à ce moment-là qu'on a la charge la plus élevée dans le réseau 4G. Dans le réseau ADSL, la charge la plus élevée, c'est dans la soirée. Et le réseau 4G, il est peu utilisé durant la soirée. Et donc, ce qu'on fait en combinant la solution TSRS, en combinant les deux, elle permet de pouvoir profiter du réseau 4G pour augmenter les performances du réseau ADSL. Il y a un certain nombre de régions dans lesquelles les communes ont décidé de déployer de l'infrastructure. Par exemple, de payer la fibre qui va relier tous les villages de la commune entre eux, de façon à ce que si un opérateur veut fournir un service ADSL dans les différents villages, il a la possibilité de se connecter à la fibre sans déployer la fibre sur plusieurs kilomètres. Il y a des solutions aux États-Unis où je sais bien, par exemple, il y a des tribus Apaches qui ont choisi de déployer des réseaux LTE pour couvrir des villages, parce qu'aux États-Unis, le gouvernement, dans les réserves indiennes, a subsidié la connexion par de la fibre de différentes écoles. Et donc, dans ces réserves indiennes, ils ont choisi de déployer des réseaux LTE privés de façon à offrir une connectivité Internet aux habitants de la région. Et il y a des tas d'autres solutions qui sont possibles pour réduire la fracture numérique. Si on arrivait à avoir une solution de roaming telle que j'ai parlé avec Open Roaming, on pourrait aussi imaginer qu'on partage le Wi-Fi de Proximus, de vous et d'autres, de façon à permettre au CPS de servir d'identifiant, de donner un identifiant numérique aux personnes qu'ils aident, de façon à ce que
via leur smartphone, ces personnes puissent se connecter à n'importe quel Wi-Fi. Et donc ça, c'est envisageable. Perspective d'évolution future pour la 5G, ça va continuer. Il y aura la 6G après, qui ira probablement à des débits plus élevés, des densités plus élevées. Alors, on parle notamment en France de la 5G comme solution pour la télévision. Y a-t-il des avantages particuliers ou est-ce juste l'OTT sans fil? Je pense que c'est de l'over-the-top sans fil. Donc, ça, c'est une façon. En France, il y a très peu de câbles distributeurs et ils ont encore beaucoup d'antennes TNT. Et la plupart des utilisateurs ont basculé sur la télévision IP comme dans le réseau Proximus. Alors, on peut imaginer d'utiliser la 5G pour diffuser du broadcast. Je ne suis pas certain que c'est la meilleure solution, mais il y a des zones où ça peut être intéressant. Alors, ce qu'il faut bien se poser comme question, c'est si on fait de la télévision dans le réseau 5G, c'est où est la chaîne de valeur? Avec une solution over the top, la chaîne de valeur est pour le diffuseur de contenu et le diffuseur de contenu, il va essayer de transformer le fournisseur du réseau en un diffuseur de bits qui est une commodité qui va avoir un revenu le plus faible possible. D'un autre côté, les opérateurs vont vouloir diffuser la télévision eux-mêmes en profitant de la valeur ajoutée de la télévision. Aujourd'hui, le réseau de Proximus ou le réseau de vous, ils profitent de la valeur ajoutée de la télévision ou ils prennent la télévision comme produit d'appel. Si la télévision demain, elle est gérée par RTL Play et Ovio directement au-dessus des opérateurs, les opérateurs vont perdre du revenu en liaison avec ça. Donc, il y a une bataille économique qui va se faire. Alors, qu'en est-il des licences 5G, être opérateur versus pouvoir délivrer des services business en utilisant la 5G indépendamment des opérateurs? Au niveau des licences, je n'ai pas complètement suivi ce qui se passait en Belgique. Je sais qu'il y a une licence de test qui a été attribuée ou qui est en voie d'attribution. Et puis les licences officielles vont arriver l'année prochaine probablement. Et ça, c'est la possibilité de pouvoir utiliser les fréquences 5G. Au-delà des fréquences 5G, il y aura aussi la possibilité pour un fournisseur de services d'utiliser un réseau 5G existant de façon à faire, par exemple, un slice dans le réseau pour qu'il ait des ressources réservées dans le réseau de façon à pouvoir optimiser l'utilisation du réseau. Alors, la question suivante, c'est est-ce qu'une défragmentation des bandes de fréquences serait possible pour en libérer certaines? Alors, faire un peu comme dans le monde agricole, un remembrement. Je pense que le remembrement dans les bandes de fréquences, ça va être compliqué, mais il y a des approches qui sont possibles. Et par exemple, une bande de fréquence qui commence à devenir libre et qui est une bande de fréquence très intéressante, c'est celle qu'on utilisait historiquement pour transmettre la télévision analogique. Donc aujourd'hui, la télévision analogique est de moins en moins utilisée à travers la diffusion hertzienne. Et il y a des pays où on a décidé de couper cette diffusion analogique sans nécessairement réattribuer la fréquence. Et aux États-Unis, Microsoft a fait l'analyse et ils ont développé une solution qui permet d'utiliser ces fréquences TV pour fournir un accès à Internet. Et c'est une façon de réduire la fracture numérique aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on a l'impression que les États-Unis, c'est un pays merveilleux au niveau de l'accès à Internet. Mais en fait, il y a un bon accès à Internet sur les côtes Est et Ouest. Mais dans tout le cœur des États-Unis, l'accès à Internet dans les zones rurales, c'est une catastrophe. Et donc, avec cette fréquence qui sont libérées par la télévision, qui sont des fréquences qui ont l'avantage de pouvoir se propager sur de longues distances et d'entrer dans les bâtiments, on a aussi la possibilité de réduire la fracture numérique et ça pourrait servir dans les zones rurales aussi. Alors, pour avoir une couverture maximum, est-ce que cela implique d'accepter sous condition de partager VLAN de son réseau Wi-Fi personnel? Alors, je suppose que la question de Stéphane, elle est relative à Open Roaming, aux solutions approchées. Donc, ces solutions de roaming, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont virtualiser votre réseau Wi-Fi. Donc, dans votre réseau Wi-Fi, vous allez avoir votre SSID normal, et puis vous aurez un autre SSID qui est le SSID Open Roaming, un peu comme Proximus a eu pendant un moment son SSID Phone, vous à son SSID HomeSpot.
et ça permet à un utilisateur de l'opérateur de passer par votre Wi-Fi pour accéder à Internet, et il peut avoir des techniques de prioritisation du trafic de façon à ce que ce soit l'utilisateur local qui ait la priorité sur l'utilisation du réseau. Alors, il y a une question de Pascal qui dit que Open Roaming pose quand même la question de sécurité. Alors, sous-estimer ce point, ce serait dangereux. Alors, c'est vrai que la question de sécurité est importante, mais la question de sécurité, elle s'est déjà posée dans EduRoam, et ça fait probablement plus de 5 ans qu'on utilise EduRoam dans les universités et les centres de recherche. Et les aspects sécurité, ils sont réglés par les technologies EAP, etc. Et donc, tout ce que j'ai présenté comme échange de données, c'est un échange de données qui se fait à travers des tunnels TLS, et il y a des problèmes de sécurité qui sont bien analysés et qui sont bien maîtrisés dans cette solution-là, et je n'ai pas eu l'occasion de les présenter en détail. Alors, la 5G a besoin de la fibre, la densité de population et la fragmentation politique du territoire belge restera un frein. Poser une fibre en Belgique prend toujours beaucoup plus de temps d'autorisation et coûtera toujours plus cher aux poseurs qu'en France, par exemple. Oui, en Belgique, tout prend du temps. Je pense que c'est quand même plus facile de creuser un trottoir pour mettre de la fibre que d'aller mettre une antenne. Mais au niveau de l'infrastructure, donc sachant que à la fois la fibre et les antennes sont une infrastructure, il y a une opportunité aussi au niveau de la région ou bien au niveau des villes ou des provinces de prendre en main l'infrastructure et de demander, par exemple, aux opérateurs, quand ils font des travaux dans les rues, de placer des tuyaux qui vont permettre de diffuser, de mettre les fibres par après. Et on pourrait aussi imaginer que les provinces ou les communes mettent à disposition des sites d'antennes des opérateurs de façon à ce que les opérateurs placent leurs antennes tous au même endroit, comme ils utilisent des fréquences différentes, et qu'à la limite, que ces antennes soient sous le contrôle, entre guillemets, de la ville ou de la province, ce qui pourrait rassurer les populations. Voilà, je pense qu'avec ça, on a fait le tour de toutes les questions qui étaient sur le chat. Merci beaucoup, Olivier. C'était vraiment passionnant et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Bravo à toutes et tous également pour votre présence et les multiples questions. Voilà, bonne soirée à toutes et tous. Voilà, bonne soirée.